Nous a rejoint Renaud Muselier. Bonsoir Monsieur Muselier, président Renaissance de la région Sud, ravi de vous accueillir. Plaisir partagé. Vous étiez hier, non pas dans le Sud, mais dans le Nord, à Tourcoing, pour la rentrée politique de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a fait une rentrée politique très remarquée, parce qu'on dit qu'il a des velléités d'indépendance, et pourquoi pas de se présenter en 2027, même si c'est un peu loin, et on pense à nos téléspectateurs qui sont surtout préoccupés par la situation sécuritaire de notre pays. On va juste écouter quand même ce qu'il a dit, parce que ça interroge sur sa relation avec Emmanuel Macron. Est-ce qu'ils sont encore en bons termes? Y a-t-il un problème de loyauté? Écoutez sa réponse hier à Tourcoing. Je suis loyal au président de la République depuis le premier jour. J'ai adhéré au parti qu'il a fondé, j'ai rejoint son gouvernement. Je pense que c'est une énorme chance pour la France de l'avoir et d'être réélu. J'apprends tous les jours auprès de lui et il sait qu'il pourra toujours compter sur moi en toutes circonstances. Je pense qu'il ne faut pas personnaliser les choses. Je pose avec mes amis et je pense que c'est important de le dire, des questions, notamment sur le salaire des ouvriers et des employés, sur les femmes seules qui élèvent des enfants, sur finalement l'intervention sociale de l'État. Je pense qu'il faut pouvoir répondre à cette question. Voilà pour Gérald Darmanin, Renaud Muselier. Loyal mais libre, c'est compatible? C'est dû en même temps, ça, ou pas? C'est ce qu'il a appris d'ailleurs dans son ancienne famille politique, c'est qu'il y a des rentrées politiques, il s'affirme dans un moment bien particulier qui est une rentrée politique. Dans cette rentrée politique, il a fait quand même un tour de force à Tourcoing, d'abord il faisait beau, ce qui est déjà pas mal. Ça c'est le tacle des gens du Sud envers les gens du Nord. Surtout qu'il se passait un truc dans le Sud où ils ont pris la foudre. Là vous faites allusion LR, on en parlera tout à l'heure. Il a fait quand même quelque chose d'important, c'est qu'au-delà de ses soutiens potentiels, il a élargi quand même avec monsieur Marseille qui est président du groupe au Sénat centriste. Il avait des LR qui étaient des soutiens majeurs de monsieur Ciotti au moment où il y avait des Lyotte, il y avait donc des représentants parlementaires plus ouverts. Donc je pense que c'était une belle opération politique et je pense que la Première ministre a bien fait d'y aller. Ça permet quand même pour les commentateurs... Elle a pas s'aborder l'affaire un peu, la Première ministre, en y allant. Ça permet pour les commentateurs comme vous qui cherchez en permanence de lire ce qui peut se passer derrière et qui seraient susceptibles de vous échapper, de faire en sorte que le ministre de l'Intérieur, il a un Premier ministre, il a une activité dans le cadre de son gouvernement, mais en même temps, il a une activité politique et dans la vie politique, il faut faire la politique. Monsieur Muselier, alors vous avez fait un très joli lapsus hier en prenant la parole. Vous avez dit Gérald Darmanin, Premier ministre. On va juste l'écouter pour le plaisir et vous allez nous expliquer pourquoi ce lapsus. C'est pas un lapsus. Alors on l'écoutera. C'était pas un lapsus vous nous direz si c'était peut-être volontaire. C'était un lapsus ou pas? Bien sûr que c'est un lapsus, bien sûr. Non, mais j'ai beaucoup à Matignon. Non, j'ai beaucoup d'estime pour Madame Borne. Vous savez que je travaille bien avec elle. On a passé un accord aussi, en faisant en sorte que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur soit un territoire expérimental sur le développement environnemental et écologique. Je lui ai dit derrière, après ce lapsus, j'espère que vous l'avez mis, vous le mettrez, que je l'aimais et que ce lapsus était maladroit. Bon, ben voilà, c'est une maladresse, c'est un lapsus. Ça me permet en tout cas, parce qu'à toute chose, il y a quelque chose de positif, c'est que ça met de bonne ambiance. Ah oui, alors on va l'écouter. Nous, on aime bien les bonnes ambiances sur le plateau de Punchline. Écoutons votre petit lapsus et je passe la parole ensuite à Florian Tardif. La martingale, c'est l'unité. La martingale, c'est l'addition. La martingale, c'est la volonté. Et dans ce que tu viens de faire aujourd'hui, monsieur le Premier ministre, non. Madame la Première ministre, Elisabeth, tu sais que je t'aime. Et je suis très heureux de vous voir tous les deux côte à côte. Joliment rattrapé le lapsus. Non, c'est un lapsus, mais c'était à l'issue d'une présentation pour rappeler que j'avais gagné les élections régionales dans une situation particulièrement difficile et que pour gagner face au Rassemblement national, j'avais fait une addition des LR, des modérés, de tout ce bloc qui fait en sorte que des Verts modérés jusqu'à la droite LR dure, j'avais dans ma majorité, enfin dans ma liste. Bon, ça explique pas votre lapsus, mais bon, c'est pas grave. Non, mais ça explique. Et là-dedans, c'était pour dire ce que tu viens de faire, Gérald, fait en sorte qu'on s'inscrit dans cette logique pour gagner. Il faut additionner, il faut rassembler. Comme chef de la majorité, quoi. Oui. Voilà. Non. Un petit peu. Allez-y. Non, il n'est pas chef de la majorité. Il doit, dans le cadre des lois qu'il doit faire voter au Parlement, trouver une majorité. Alors, dans cette majorité, il est obligé d'élargir, sinon il n'a pas de majorité. Et moi, je pense fondamentalement, quand vous avez le Rudelier qui est là,
quand vous avez, qui est un sénateur LR, quand vous avez une députée Lyotte Mayotte, quand vous avez une Valérie Virginie Mullière qui est là, on se retrouve là à un moment à une ouverture nouvelle dans les lois qui vont arriver. Et donc il faut additionner les compétences et il faut rassembler. Mais, Florian Tardif, vous êtes du service politique de CNews. On a un ministre de l'Intérieur dont les Français demandent à ce qu'il s'occupe de leurs problèmes, de la sécurité. Et lui, on le trouve sur un terrain politique. Il veut parler aux classes populaires. Il veut être la boussole populaire du gouvernement. Est-ce que ça ne risque pas de se retourner contre lui ? On le verra dans les mois qui viennent, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faisait peut-être beau à Tourcoing, mais il faisait frais, puisque l'ambiance était plutôt fraîche, disons-le, entre Gérald Darmanin et la Première ministre, qui était très clairement là pour tenter d'encadrer cette initiative personnelle du ministre de l'Intérieur. Et d'ailleurs, on l'a vu sur les quelques images qui nous sont parvenues de Tourcoing. Ensuite, concernant ses ambitions personnelles, il ne fait que ce qu'a fait en son temps Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'assez rapidement, dès 2004, il me semble, Nicolas Sarkozy préparait la campagne de 2007. Et d'ailleurs, il y avait eu cette expression de Jacques Chirac à l'époque: je décide, il exécute, pour tenter justement d'encadrer et de freiner potentiellement ses ambitions personnelles, puisqu'on était quasiment dans le même cadre, c'est-à-dire que Jacques Chirac ne pouvait se représenter. Là, on a Emmanuel Macron qui ne peut se représenter, et forcément, vu le bal des prétendants qui commencent à poser ses premiers jalons, Gérald Darmanin part. Est-ce qu'il part trop tôt ? On le verra. Alors, les classes populaires, c'est vraiment le cœur de cible de Gérald Darmanin. Au hasard, aujourd'hui, Elisabeth Borne, qui parlait au patron, le patron du MEDEF, a aussi parlé des classes populaires et de ces bas salaires qu'il faut évidemment aider. Écoutez la Première ministre. Je pense que le chantier qui est devant nous, et je l'ai évoqué quand on a parlé de l'agenda social, c'est effectivement comment on sort de ces trappes à bas salaire. Alors, Geoffroy Roux de Bézieux avait eu l'occasion de nous faire une démonstration tout à fait parlante. Si donner 100 € à un salarié coûte 300 à l'entreprise et qu'à la fin le salarié a 25, on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc il faut absolument qu'on puisse améliorer ce mode de fonctionnement pour inciter aussi, en tout cas ne pas décourager les entreprises d'augmenter les salaires, et que les augmentations de salaire se traduisent bien par du pouvoir d'achat pour les salariés et ne soient pas contrebalancées par exemple par une baisse de la prime d'activité. Donc je pense que ce chantier, il est crucial. Éric Revel, c'est pas un hasard évidemment si elle se préoccupe des bas salaires. Elle l'a toujours fait, mais là, bon, ça tombe à pic. Mais Elisabeth Borne sait que d'abord, c'est les entreprises qui décident d'augmenter, y compris les bas salaires, mais surtout pour que ça se retrouve sur la feuille de paye du salarié, non seulement il ne faut pas augmenter les impôts, mais il faut les baisser. Il faut baisser les cotisations. C'est la seule façon, en réalité, d'avoir un salarié qui touche un peu plus que ce qu'il touche aujourd'hui. Parce que augmenter les salaires, c'est une nécessité. Il y a des problèmes terribles de pouvoir d'achat dans ce pays. Mais en réalité, on paye tellement de cotisations, on paye tellement d'impôts, vous disent les chefs d'entreprise. Patrick Martin, le nouveau président du MEDEF, rappelait ce matin dans le Figaro que les entreprises françaises sont les plus taxées au monde. Alors peut-être qu'il exagère un chouïa, mais c'est une réalité. Et puis juste pour dire deux, trois choses à Renaud Muselier, qui donc soutient deux choses Gérald Darmanin. Bon, d'abord, Renaud Muselier est un homme politique d'expérience. Bon, il sait très bien que le vrai marqueur dans la vie politique, c'est pas la loyauté, c'est souvent la trahison. Et puis les classes populaires, mon cher Renaud Muselier, bon, Gérald Darmanin veut s'en occuper, mais vous vous souvenez de Jacques Chirac et de la fracture sociale ? Déjà, la droite essayait de ramener dans son bercail toutes ces classes populaires qui avaient quitté la gauche ou qui avaient quitté les Républicains ou l'UMP ou le RPR et qui étaient partis du côté du Rassemblement national. Donc ça va être extrêmement difficile. C'est une chanson qu'on connaît, quoi. Voilà, c'est une chanson, qu'on connaît. Mais on les connaît toutes ces chansons quand même. On les connaît toutes ces chansons quand même. La politique est un éternel recommencement aussi. Donc là-dedans, vous avez plusieurs choses par rapport à tout ce que vous avez dit, et je vais essayer de remettre un peu à ma façon de voir les choses. Vous avez dit, Mme Ferrari, il est ministre de l'Intérieur, doit s'occuper de l'Intérieur. Les gens qui étaient là hier sont des gens comme moi. Il a dit, est-ce que tu peux venir ? Il nous a rendu service, il nous rend service quand on l'appelle. Et dans ma région, où j'ai Marseille, j'ai Oran, j'ai Carpentras, j'ai Nice, j'ai Toulon, Avignon. J'ai beaucoup de problèmes, il est là quand on a besoin de lui. Donc quand il nous demande de venir, on peut venir. Ça, c'est une première chose. Parallèlement à ça, il fait de la politique aussi. Et quand il y a une rentrée politique, chacun là-dedans, dans le bal des prétendants potentiels, et on en a vu d'autres,
dans cet éternel recommencement. 2027, c'est long. Bon, ben, chacun dans sa ligne. Vous avez l'ancien Premier ministre qui est dans sa ligne. Vous avez Bruno Le Maire qui était dans la région, d'ailleurs, vendredi, j'y étais. Moi, je parle à tout le monde. Ils sont chacun dans leur ligne avec la volonté de fabriquer quelque chose à leur profit personnel pour le pays. Bon, moi, je suis à l'intersection de tout ça. Je discute avec tout le monde. Si je peux me permettre de donner quelques conseils, je me permets de les donner. Et après, là, c'est un petit peu trop tôt, là ? Mais après, c'est trop tard. Donc, vous savez, c'est toujours le problème du départ. Donc, c'est le bon moment, là. Ouais, donc, c'est bon moment. Moi, je pense que c'est... Au moment où il ne se passe rien, il a raison. Qu'est-ce qui s'est passé ? On voit la gauche qui s'entre-déchire, qui fait beaucoup... Il y avait la rentrée. Etc. Il y avait la rentrée des classes qui se préparait avec Gabriel Attal. Mais il a fait, M. Attal, et je pense que ce qu'il a dit est très bien. D'ailleurs, je participe pleinement, je soutiens à fond la proposition du gouvernement. Dans ce qui concerne, a fait M. Attal. Sur la Baïa. Vous ne trouvez pas que du coup, Attal a flingué un peu la rentrée politique de Darmanin ? Parce qu'en réalité, maintenant, tout le monde, à droite comme à gauche, se focalise sur l'interdiction ou pas de la Baïa dans les collèges et les lycées. Et du coup, pardonnez-moi, mais il faudrait demander d'ailleurs comment c'est décidé cette intervention du ministre de l'Éducation nationale. C'est la rentrée, il vaut mieux qu'il parle avant la rentrée quand même et qu'il donne ses ordres. Et en même temps, vous avez le MEDEF, donc vous avez les week-ends de rentrée politique, vous avez en même temps la rentrée des étudiants ou des lycées, et vous avez en même temps le MEDEF. Et ils ne vont pas attendre les uns les autres de trouver la bonne date. Donc chacun dans sa ligne fabrique son dispositif. Et en ce qui concerne ce qu'on appelle en réalité les travailleurs pauvres, c'est-à-dire ceux qui payent, qui travaillent, qui n'arrivent pas à s'en sortir à la fin du mois, les mamans qui sont célibataires, qui ont des enfants qui sont seuls, ce sont ces gens-là qui souffrent le plus. C'est un éternel recommencement par rapport aux propositions. Donc refaire le diagnostic est une chose, trouver les solutions en est une autre. Et dans ces solutions, tant mieux si on repose le diagnostic. Mais il ferait un bon candidat, on verra en 2027. En tout cas, c'est un bon candidat. En tout cas, il s'inscrit dans ceux qui sont potentiellement capables d'être candidats. On est loin. Quelle est la prochaine étape, du coup, pour Gérald Darmanin ? Moi, je ne répondrai pas comme ça. Je répondrai... tout va se redessiner au lendemain des européennes, je pense. Tout va se redessiner au lendemain des européennes. Vous allez avoir les européennes, vous allez avoir les municipales, vous allez avoir toutes sortes de difficultés, de problèmes complémentaires. On va voir qu'en fonction des caractères des uns et des autres, on verra des compétences émerger ou non, ou d'autres sombrer. Et donc, vous me reconnaissez un peu d'expérience. Je peux vous dire que on verra ça par rapport à la distance électorale. Alors, Florian Tardif a suivi de près aussi la rentrée politique des LR, c'est votre ancienne famille politique. Vous ne leur parlez plus du tout ? Moyen, ok. C'est-à-dire que si j'en parle, j'en dis du mal, alors je préfère ne plus en parler. Alors, Florian, il y a des propositions qu'a fait Eric Ciotti, notamment sur un référendum. Il demande au président Macron un référendum sur l'immigration. Et vous avez des informations qui semblent montrer qu'Emmanuel Macron veut avoir recours au référendum, mais pas forcément sur l'immigration, c'est ça ? Pas que sur l'immigration. Souvenez-vous ce qu'avait dit Valéry Giscard d'Estaing lors de l'organisation du dernier référendum qui n'avait pas été respecté, disons-le, puisque les Français avaient rejeté cette proposition de constitution européenne à plus de 54%, et in fine, on avait accepté cela au sein du gouvernement. Il avait dit un référendum, c'est une bonne idée à condition que la réponse soit oui. Eh bien, c'est exactement ce que pense le président de la République aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il souhaite organiser un référendum, mais à condition que la réponse soit oui. Et comment faire cela ? Eh bien, il y aura un petit tour de passe-passe, c'est que premièrement, on ne fait pas une, mais plusieurs questions, c'est ce qui est à l'étude. Et deuxièmement, on ne fait pas des questions à laquelle on peut répondre par oui ou par non, on fait des questions à laquelle on peut répondre c'est bien, c'est assez bien, c'est très bien ou c'est pas bien. Cela permet en fait d'avoir entre guillemets de panacher le résultat, le résultat, et d'avoir un résultat qui va plutôt dans le sens du président de la République, et en même temps ça permettrait d'aborder un certain nombre de questions, dont l'immigration, qui peut crisper une partie de la population. Il y a donc du référendum dans l'air. C'est une bonne chose quand on donne la parole aux Français, alors qu'on vient d'élire le président de la République ? Oui, on a son autorité à ce point-là sapée ? Non, on a un président de la République et une Assemblée nationale qui a donné une majorité au président de la République, mais relative. Dans cette majorité relative, on voit bien que ça ne fonctionne pas comme au Parlement européen. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à trouver, ou difficilement, sur les sujets très importants, des appuis, des soutiens, comme ça se passe au niveau européen. Ici, on est forcément en frontal immédiat, et donc c'est très compliqué. Les deals qui ont été tentés avec Éric Ciotti et le président du groupe à l'Assemblée n'ont pas pu être respectés, alors qu'ils ont été respectés au Sénat. Donc on voit bien qu'il y a deux LR là-dedans, ceux qui sont plus proches d'un parti de gouvernement au Sénat, et plus qu'un ars en tête à l'Assemblée. Et donc on se retrouve dans un schéma aujourd'hui où peut-être qu'il faut asseoir aussi des décisions. Et c'est vrai qu'un référendum sur une question, on voit bien
le résultat, quelle que soit la question. Et peut-être qu'entre 3 et 5 questions, c'est pas mal. Bon. D'où le terme de préférendum utilisé ce matin par Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. On a une dernière question pour vous, Renaud Muselier. Est-ce que vous aimez les lacs du Connemara? Parce que vous savez que la chanteuse Juliette Armanet a dit beaucoup de mal de cette chanson iconique de Michel Sardou, qui était ce matin l'invité de Pascal Praud sur Europe 1, dans Les Auditeurs à l'appareil. On va juste écouter Michel Sardou, puis vous allez me dire ce que vous pensez. Moi, je connais bien la chanson. C'est vrai? Oui, je la connais très bien. J'aime bien beaucoup. Sur les lacs de Connemara, qui ne connaît pas. Ah oui, qui ne connaît pas. En plus, c'est ma génération. Hein. Donc, les jeunes, je ne sais pas, mais moi, c'est ma génération. Donc, moi, j'aime beaucoup, mais c'est populaire. Je n'arrive même pas à penser d'ailleurs. Et je pense que quand le LR, hier, ont fait la rentrée là-dessus, c'est provocateur par rapport au truc. C'est-à-dire que c'est de la provocation pour Sardou. On n'a pas l'entraîné là-dedans. Enfin, il n'a rien demandé d'ailleurs. C'est dangereux, parce qu'il est rentré sur les lacs du Connemara, alors qu'en général, on termine une soirée et on rentre chez soi. On écoute Michel Sardou au micro de Pascal Praud ce matin sur Europe 1. Je ne connais pas cette jeune femme. Elle a dit une connerie. Ça arrive à tout le monde, à moi aussi, à toi aussi. Elle m'a envoyé un mail très gentil où elle s'excuse en fait. Et moi, je lui ai répondu un mail très gentil où j'ai pas de raison de lui en vouloir. Ce qui m'étonne, c'est que ça prenne une telle proportion et que ça dure si longtemps. Ce n'est jamais que l'histoire d'un mariage irlandais. Je ne vois pas ce qu'il y a de polémique là-dedans. On a le droit d'aimer mes chansons ou de ne pas les aimer. Nous sommes un pays libre. Et il faut qu'elle sache, qu'elle comprenne, que tous les gens comprennent que quand on écrit une chanson, tout du moins dans mon cas, je n'écris pas pour plaire à tout le monde. Je l'écris pour plaire au maximum de public possible, mais il est évident qu'il y a des gens qui ne l'aimeront pas. C'est pas grave. Ça vaut pas la peine de déclencher une polémique ridicule où je sais plus de quoi on parle, de la droite, de la gauche, de machin. Non, j'ai écrit des chansons polémiques, et j'en suis conscient, je les connais, mais celle-là, franchement, un mariage irlandais, il n'y a pas de quoi se déclencher une guerre civile, quoi. Voilà Michel Sardou dans l'émission Pascal Praud et vous sur Europe 1, Renaud Muselier. Il faut arrêter sur ce genre de polémique ou pas? Il a dit un mot qui est très important et qu'on oublie ou qu'on n'utilise pas assez, c'est le respect. On a le droit d'avoir des avis différents. On n'est pas obligé de se jeter au visage des méchancetés. Alors après, forcément, ça entraîne des retours. Lui, moi, je l'aime beaucoup, donc en l'occurrence, je ne sais même pas qu'il était de droite ou de non. J'ai jamais ah bon Vous êtes bien le seul, quand même, là. Oui, enfin, je ne l'ai jamais demandé de venir me soutenir dans un meeting ou quoi que ce soit. On n'a pas fait appel à Sardou dans les différents trucs. Il n'est pas venu spontanément. Mais du coup, on va comparer son talent à lui et le sien à elle. On compare pas. Bon, voilà, donc respectons tout le monde. Raison. Et dans les échanges, le respect a beaucoup de force et de puissance. Et là, il est tout à fait talentueux. Allez, on ne chante pas les lacs du Connemara, même si c'est la fin de l'émission.